J'ai l'impression de partir de zéro en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est de prendre de grosses claques. Et tu te dis, bon, j'ai quand même un passif d'athlète, j'ai appris des choses. Comment aujourd'hui je peux les mettre à profit pour grimper plus vite, pour descendre plus vite et arriver plus vite vers cette ligne d'arrivée? Je pense qu'il faut laisser le temps. Et là, la patience, c'est quelque chose qui bouillonne en moi, c'est difficile. Mais ouais, cette humilité, elle est indispensable. Mais c'est quand même assez difficile mentalement de prendre des claques à chaque course où tu peux pas forcément, je peux pas encore rivaliser avec le top niveau dans le milieu du trail. Mais j'y aspire et j'ai vraiment envie d'y aller. Ouais. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Vous allez entendre dans ce nouvel épisode de Course Épique l'athlète Maëva Danois. Maëva y partage avec nous son ASICS Saint-Élion, couru il y a quelques heures à peine. J'ai eu l'immense plaisir d'aller doublement à sa rencontre à Lyon pour des échanges qui se sont tenus avant et après sa course. Issue de la piste qu'elle a éclairée notamment sur 3000 mètres steeple avec de nombreux titres, la vie de Maëva a basculé suite à une blessure qui a été pour elle l'expression de l'urgence de s'extraire de cette discipline, au risque de s'y éteindre à petit feu. Le temps de la reconstruction passé, Maëva a très vite brillé en duathlon, puis sur route, où elle s'est illustrée dès son premier marathon à Paris en 2021, en finissant première française en 2h45. Mais comme elle aime à le dire, ce chemin de la réussite, il se pave à la sueur de son front et à la force de son caractère. Jour après jour, pas après pas. En juin dernier, Maëva succombe cette fois au charme du trail et de la course en montagne. Une révélation synonyme d'un nouvel élan et de perspectives sportives follement réjouissantes. À nouveau, elle illumine les sentiers et signe des performances probantes dès ses premiers dossards. L'histoire de Maëva, c'est une histoire de cœur, d'envie, de travail évidemment, et une conviction profonde. Ne rien s'interdire et emprunter le chemin que l'on juge adapté à soi et à soi seul pour atteindre ses objectifs. Instinctive, fougueuse, généreuse, enthousiaste et enthousiasmante, Maëva est une personnalité hors du commun, d'une profondeur folle et d'une spontanéité précieuse. Mais je ne vous en dis pas plus. Maëva va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Courir d'envie. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec ASICS, fidèle partenaire de Maëva. Merci à eux pour leur confiance. Salut Maëva, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis super content d'échanger avec toi aujourd'hui. Salut Guillaume, je suis ravie d'être invitée dans ton podcast. On enregistre cet épisode aujourd'hui, en tout cas sa première partie, on est le 3 décembre, on est en direct de Lyon, on a même le privilège d'être dans ta chambre d'hôtel pour faire cette interview au calme parce qu'il y a pas mal d'effervescence autour de nous. Le dicton du jour, selon l'éphéméride auquel j'aime habituellement faire référence au début de mes épisodes, annonce qu'en décembre, journée courte, longue nuit, l'abeille se tait, le jonc gémit. Est-ce que tu penses que le jonc va gémir là cette nuit pour ta course ? C'est beau. Ouais, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais, mais la journée va être longue, en effet, tu l'as très très bien résumé. Ouais, ça va être... J'ai bu 5 cafés et je pense que je vais encore boire 5 et cafés il est 8h45, donc ouais. Tu peux finir à 17 cafés d'ici le départ ouais, ce soir. Ouais, il y a moyen. Maëva, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors peut-être pas tout de suite tout nous dévoiler sur la partie sportive de ton parcours, mais plutôt qui tu es, où tu vis, ce que tu fais au-delà de la course à pied, ce qui t'habite. Je vais essayer de le faire court. Maëva Danois, 28 ans. Je suis... athlète ASICS et également podologue. Et j'essaie de mener de front ma vie pro, perso et sportive. Et c'est pas facile ? Ça demande un peu de gymnastique ? Aujourd'hui, ça l'est. J'ai l'impression d'avoir trouvé le flow entre ces 3 piliers. Et j'aime ce que je fais, donc forcément, c'est facile. Quand on aime les choses, c'est plus facile, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au sport dans tes plus jeunes années quand tu étais enfant ? Est-ce que tu étais du genre à aller dès que possible en extérieur, courir, gambader Alors, quand j'ai frappé aux portes de la vie, on va dire que mes parents m'ont pas donné
beaucoup de choses, beaucoup de ressources, mais il y avait sur le paillasson des baskets et j'ai hérité ça d'eux. Et aujourd'hui, on peut dire que ma vie s'est construite grâce au sport et je me suis construite grâce à l'athlétisme. Donc, je suis tout de suite... j'ai pas fait l'école d'athlé, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je prenne la direction du demi-fond. Donc, Quand tu dis tout de suite, c'est quel âge? Quand ma mère me raconte mon enfance, parce que j'ai très peu de souvenirs forcément, je courais avant même d'apprendre à marcher. Je courais déjà dans son ventre, j'étais très, très tonique. Et donc, je peux dire que j'ai vraiment commencé assez tôt. Les courses, vers 7 ans, je courais déjà des courses. J'étais poussinette. C'est mignon, je connaissais pas. Ouais. Là, c'était les courses où on te retient avec une corde et toi, t'as qu'une envie, c'est de casser la corde et d'y aller, quoi. Et après, forcément, tu gagnes tes premières médailles, tu bats des garçons, donc tu continues parce que tu prends plaisir à faire tout ça. Et puis quand t'es jeune, t'aimes bien ramener la médaille le lendemain à l'école pour montrer aux copains, à la maîtresse que il s'est passé un truc ce week-end, quoi. T'avais des inspirations ou des références? C'était quoi l'imaginaire que tu développais autour de ta pratique du sport? Ça te permettait quoi? Tu te voyais dans la peau d'une championne? Tu te sentais extrêmement libre? Ça t'apportait quoi? Je pense qu'il y avait tellement d'insouciance que je mesurais pas en fait ce que je faisais. J'y allais parce que mes parents m'avaient dit voilà, t'as des baskets, on te met sur le départ, vas-y, cours. Donc j'ai pas le souvenir d'avoir eu des aspirations, enfin des gens. Tu te rêvais pas en championne, t'avais pas une icône que tu aimais? Non, j'avais pas de poster dans ma chambre d'athlète. Il me semble que j'avais des posters de Britney Spears, mais rien à voir. Britney Spears, elle fait pas de l'athlétisme, quoi. Elle a fait du 1005, je crois. Ouais, elle a fait les peut-être. championnats d'Europe du 1500 mètres, il me semble. Ouais, je m'en souviens plus. Mais c'est pas sur sa fiche Wikipédia, ça a été occulté. Ouais. On a parlé que de sa musique. Pas forcément de modèle et pourquoi l'athlète? Pourquoi tes parents t'ont déposé des baskets spécifiquement? Pourquoi courir? Mon père était entraîneur. Ma mère, elle courait le 10 km. Donc oui, on a été immergés dans le milieu du sport avec mon petit frère. Et après, on s'est construits tous les deux à travers les entraînements, le réseau que nous apporte le milieu sportif. Qu'est-ce qui t'a apporté plus spécifiquement vers le demi-fond et notamment le 3000 mètres steeple? C'était un intérêt intrinsèque pour le format, le fait que tu performes aussi bien sur ce format où tu t'es dit ok, faut que j'appuie là-dessus parce que c'est là où j'ai des chances de réussir, d'avoir des résultats intéressants? En fait, je suis venue au 3000 mètres steeple parce que je m'ennuyais sur le plat. Enfin, le 1500 mètres, le 3000 places, c'était vraiment quelque chose, je trouvais ça un peu soporifique. C'était des courses lentes où tu tournes en rond. Et le steeple, il y avait la dimension obstacle, concentration. Et à tout moment, ta course, elle pouvait basculer, en fait. Tu peux tomber, tu peux chuter et la barrière, elle tombe pas. C'est toi qui tombes, quoi. À la différence de mon petit frère, lui, qui s'est orienté vers le 400 mètres haie, où là, c'est la barrière, la haie qui tombe. Et là, j'y ai trouvé vraiment de l'adrénaline, toutes les émotions que tu peux ressentir quand tu finis un steeple, elles sont puissantes. T'as le souvenir de ta première compétition, de ce que tu as pu ressentir la première fois qu'il y a eu ce petit supplément d'âme et d'adrénaline à avoir un dossard ou en tout cas un enjeu autour d'une course? J'ai pas le souvenir de ma première compétition. Quand j'étais jeune, je finissais toujours mes courses par un malaise. Donc ma mère, elle était tout le temps dans le rouge fluo? Complet, rouge écarlate même. C'est encore plus haut. Ah ouais. Gyrophare. Tu sais, je sais plus qui scintillait le plus entre le gyrophare qui venait me chercher et moi qui étais complètement carbo à l'arrivée. Ma mère était souvent sur la ligne d'arrivée parce que fallait une présence, quoi. Et je me mettais souvent dans le rouge et c'est ces souvenirs-là qui sont restés sur mes courses. Donc toi, l'idée, c'était de livrer de façon absolue dans la course, quoi, de rien laisser, de donner le maximum. Il n'y a pas une logique de protection, de tester ou de progressivité. Non, c'était l'idée de mourir sur la Ouais. piste et de donner tout ce jour-là. Exactement. Dès très petite. Ouais. Bravo. C'est c'est le sens de l'engagement et je pense que je l'ai eu de façon assez innée. Ça n'a pas été cultivé en fait. C'était déjà là dans la petite racine qui poussait. À quel moment est-ce que tu as pris conscience de tes capacités? Est-ce que c'est toi, tu as réussi avec ton propre regard à dire qu'il y avait des choses à imaginer? Est-ce que tu as besoin que ce soit d'autres personnes dans ton entourage qui t'expliquent qu'il y avait sûrement des grandes choses à réaliser, en tout cas à essayer? Alors, c'est vers mes années cadettes où il y a un de mes meilleurs amis avec qui je faisais de la course à pied qui m'avait dit « Mais Maëva, tu feras jamais de sélection en équipe de France, pourquoi tu fais tout ça ?»
Et en Sympa. fait, ouais, mais je le remercie aujourd'hui parce que en fait, il m'a challengé intérieurement. C'était la Il meilleure a chose à te dire piqué. pour te faire Ouais, agir. exactement. Il m'a piqué et la meilleure façon de le faire mentir, c'était de décrocher ce maillot bleu, blanc, rouge que j'ai réussi à décrocher. Et là, après, tout a basculé. Ouais. On fait un petit saut dans le temps, donc tu as enchaîné des résultats plus que probants sur piste entre notamment 2015 et 2017 avec des titres de championne de France, vice-championne d'Europe, voilà des records à tir-larigot sur 1500 mètres aussi où tu as brillé. C'était quoi tes envies d'alors? Ton rêve, c'était d'avoir de réussir durablement sur ces distances et puis c'était des rêves olympiques. À quoi tu aspirais à ce moment-là? Pas forcément olympique, mais ce que je voulais, c'était vivre de façon intense mes courses et de ressentir en fait ce que j'ai toujours ressenti. La difficulté, la douleur de fin de course. Et ouais, mais après, chaque année, c'est marrant parce que quand tu me poses ces questions-là, j'ai un peu du mal à... J'ai l'impression que je suis dans une autre vie aujourd'hui. Ouais. Enfin, on en reparlera un peu pourquoi j'ai basculé dans une autre dimension de la course à pied, mais j'ai un peu du mal à te raconter ces souvenirs. J'ai l'impression qu'ils sont tellement lointains. Et que c'est plus toi. Enfin, Ouais, c'est plus moi, exactement. Mais ouais, non, si je devais résumer, ouais, sûrement... C'était quoi la question déjà? les choses, ce à quoi tu aspirais en fait, Ouais. ton moteur, tu allais chercher quoi en fait? Tu allais chercher de la reconnaissance, de l'accomplissement sportif absolu, un rêve d'enfant avec une médaille d'or Gagner. ouais. Ouais, gagner. Je voulais gagner en fait. Et pas forcément le regard des autres parce que j'attendais pas d'approbation autour de moi, mais justement ouais de mettre bout à bout tout le travail qui avait été fait pour arriver en forme le jour J en fait. Tu l'as dit, tu viens de l'évoquer à l'instant, il y a la dimension de travail, il y a beaucoup de sacrifices, voilà, beaucoup de disciplines indispensables pour espérer réussir. Est-ce que avec l'engagement que tu mettais dans ce projet-là, est-ce que tu arrivais quand même à discerner peut-être des limites ou avoir des doutes sur le sens de ce que tu entreprenais? Parce qu'il va y avoir une bascule dont on va parler un peu plus tard, mais est-ce que tu avais des signaux qui disaient que peut-être la voie dans laquelle tu étais n'était pas celle la plus à même de t'accomplir? Je me suis jamais posé cette question. En fait, dès lors que je suis arrivée sur Paris, donc pour concilier mes études et intégrer l'INSEP, j'étais conditionnée en fait à aller au bout, à faire de la performance et je suis rentrée dans un tunnel où la seule lumière qu'il y avait au bout, c'était d'être sélectionnée et de gagner en fait. Ça a été dur parce que mener de front un double projet dans un environnement où tout te demande, enfin ouais, on te demande d'être performant, d'aspirer à viser une sélection olympique. Ça a été difficile de sortir un petit peu de ce tunnel parfois. Mais quand tu arrivé au bout et que tu touchais ta lumière, tu t'es heureux quoi, d'avoir ta sélection à la fin de la saison. Tu te dis, ouais, j'ai travaillé pour ça et ça y est, j'y suis maintenant, faut y aller. C'est une discussion qu'on a eue un peu en off hier, mais est-ce qu'il y a nécessairement envie d'avoir toujours plus, d'aller plus loin une fois que tu as atteint l'objectif que tu es fixé? Tu es obligé de repousser, d'aller chercher plus difficile, de travailler plus fort, de chercher des choses plus inaccessibles? Oui, exactement. En fait, tu tombes toujours dans le toujours plus. Moi, je suis un peu une boulimique de la vie, en fait. Tu me donnes un carré de chocolat, je vais te manger la tablette. Et dans la course à pied, c'est pareil. J'ai un peu du mal à me canaliser de ce côté-là. Mais ouais, tu me donnes une sélection championnat d'Europe et forcément, je vais vouloir aller au championnat du monde par derrière. Donc, je suis contente de pouvoir avoir cette mentalité-là, mais parfois, elle t'empêche justement de savourer ce que tu as déjà, en fait. De te poser, de te dire, ah ouais, ok, j'ai eu ça, c'est cool. On y est allé, on a réussi quelque chose. Du coup, tu es toujours dans la projection et tu es rarement dans la satisfaction du moment présent. Et ça, c'est quelque chose que je regrette justement de ne pas avoir su, dans les bons moments, savourer davantage. Ouais, et encore, c'est que les bons moments parce qu'il y en a plein d'autres difficiles où tu n'atteins pas les objectifs que tu t'es fixés. Ouais, là, mais encore plus bizarrement, c'est difficile. dans ces moments-là où justement tu regardes un peu dans le rétroviseur et tu te dis, oh punaise, mais j'ai été bête en fait de pas me poser, de souffler et de me dire, yes, c'est cool. Tu rencontres sensiblement à cette période ASICS, qui est un de tes fidèles partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est opérée votre connexion et puis qu'est-ce qui vous a mutuellement donné envie d'avancer ensemble? Oui, alors ASICS, ils sont venus à moi bizarrement quand j'étais pas dans mes années de top niveau.
Et j'ai été sensible déjà au message de la marque, hein, esprit sain dans un corps sain. Je venais de gravement me blesser au genou et j'aspirais justement à avoir un esprit sain dans un corps sain. Parce que tout auparavant, ma performance n'était pas construite de façon saine. Et saine, je veux dire, j'étais dans la destruction physique en fait. J'y allais, c'était la guerre, c'était les armes, c'était du sang dans la gorge. Et je pense qu'on peut faire de la performance sans pour autant éprouver autant de douleur et se faire mal. Et ouais, du coup, quand ASICS est venu toquer à ma porte, j'ai dit welcome, entrons, on va essayer. T'attendais quoi d'eux? Et puis toi, t'avais envie d'apporter quoi aussi? C'était quoi la promesse que t'avais envie de leur faire? En fait, j'ai pas senti d'attente de leur part, pas de pression, juste viens dans le team et on voit quelle aventure on peut partager ensemble. Et aujourd'hui, je peux te dire que l'aventure, elle est belle parce qu'ils me suivent dans tous mes délires. Et ils sont pas là à me donner d'obligations. Je me sens libre de faire les choix que j'ai envie de faire et ils me suivent. Donc, je sais pas encore dans quelle aventure je vais les embarquer. On en discutait hier, justement. Je me dis, bon, Maëva, elle vient de la piste, elle fait de la route et maintenant, elle va sur le trail. Où est-ce qu'elle va nous emmener? Sans parachute, kayak. Mais ouais, en fait, c'est une aventure humaine, vraiment. Et ça, c'est fort de la vivre ensemble. Tu l'as évoqué là entre les lignes, donc la blessure, c'était en 2018, une rupture des ligaments. C'était sur une rivière quand tu étais en steep, donc en pleine pratique. Finalement, tu l'interprètes pas comme une blessure, c'est tout sauf ça. Ah ouais, tout sauf ça, avec du recul. On voit le traumatisme, on voit les images, je les ai encore en tête, hein, les images de ma chute où je hurle de douleur. Et finalement, cette blessure, elle est venue à moi comme la lumière verte qu'on a au-dessus d'une porte, une porte de sortie de secours en fait. J'étais vraiment dans un moment de ma saison où j'étais épuisée. C'était une année où on préparait de grosses échéances et mentalement épuisée, physiquement épuisée. Et inconsciemment, je pense la meilleure façon de me reposer, de souffler, c'était de me blesser en fait. Et je l'ai analysé avec le temps parce que c'est important de comprendre un petit peu ses erreurs, hein, sinon on est amené à les reproduire. Ce qui est étrange, c'est que dans l'histoire, je m'étais faite une rupture du ligament croisé, donc l'autre genou, 8 ans avant, de la même manière, le même jour. C'est incroyable. Et en fait, je me dis, mais tous ces signaux, ils sont pas là par hasard. T'as fait une erreur il y a 8 ans, t'es en train de reproduire la même. T'as pas compris en fait, t'as pas tiré de leçon. Donc là, réfléchis un petit peu. Et puis il a fallu ça pour que tu puisses post-rationaliser et comprendre la direction dans laquelle t'étais qui t'allait fondamentalement pas en fait. Ouais, je pense que j'allais peut-être pas dans la bonne direction ou peut-être qu'il fallait que justement je me pète l'autre croisée pour être équilibrée, d'avoir 2 croisés en moins. Mais ouais, non, ça a été le même jour de la même manière. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, il y a un truc. Il y avait eu des signes avant-coureurs quand même que tu n'avais peut-être pas voulu voir, que tu t'interdisais de voir. Ah oui, parce que tu es obligé en fait. Tous les dimanches soirs, tu reçois ton plan d'entraînement. Mais boule au ventre parce que comment je vais faire cette semaine? Il faut que j'aille en cours, il faut que je fasse une sieste. Surchargée mentalement, j'étais épuisée. On avait switché la saison cross parce que j'étais mentalement cuite. Et le repos n'était pas suffisant en fait. Est-ce que tu pouvais facilement libérer la parole? Est-ce qu'il y avait des gens avec qui tu pouvais exprimer ça? Est-ce que tu avais envie de le faire ou est-ce que tu prenais tout sur tes épaules? Non, seule. L'INSEP, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de rencontres, mais j'étais seule. J'étais seule dans ma chambre, j'étais seule parce que j'avais pas le temps en fait. Les journées étaient rythmées. C'était le matin se réveiller tôt, aller s'entraîner, ensuite aller en cours. Et même le midi, je mangeais seule. J'étais seule, mais donc seule face à moi-même. Mais t'avais une crainte d'exposer tes doutes justement? Est-ce que tu avais peur d'être en fait, que tu n'avais pas le mental de championne ou que tu étais peut-être faible avec tous les guillemets qui s'imposent? Exactement. D'autant plus que quand tu es dans un groupe, tu es à côté de caractères forts. Et moi, j'avais pas envie de montrer ma faiblesse en fait. Parce que je m'entraînais aussi avec des filles contre qui j'étais amenée à courir. Et c'était des adversaires. Et forcément, tu n'avais pas envie de montrer tes points de vulnérabilité. La reconstruction ensuite, l'envie, elle renaît comment? Est-ce que tu commences par dire ce que tu veux plus dans ta vie? Non, c'est trop frais. Donc c'est un peu une période de deuil en fait. Y a une partie de toi qui meurt parce que forcément le sport, toute ma vie est construite
sur ma performance, sur le sport. Comme je disais, j'ai des baskets aux pieds depuis toute petite et là, je peux plus en mettre pour aller courir. Donc forcément, il y a une perte d'identité et tu sais plus qui tu es, t'as pas d'objectif, c'est fade en fait. C'est combien de temps là d'errement et de flottement? Ça a pas duré très très longtemps parce que tout de suite, j'ai mis en place un processus de rééducation, l'opération. À partir du moment où la date de l'opération elle était fixée, ça me donnait un objectif. Ok, donc là, jusqu'à l'opération, il faut que je me fasse un corps solide pour récupérer plus vite après. Et après cette opération, j'irai dans un centre de rééducation et là, je me retape physiquement. Et après, c'est reparti. À ce moment-là, tu sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible? Là, il y a une coupure qui est radicale et puis c'est la seule façon de passer à autre chose pour toi? Ouais, c'est un peu une césure avec tes objectifs initialement prévus. Après, je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir dans le milieu du sport, c'est de savoir s'adapter aux situations auxquelles on est confronté. Et là, il fallait s'adapter tout simplement. Dans les choses que tu as construites ensuite, il y a eu notamment le duathlon, donc un format qui combine course à pied et vélo. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller creuser un peu dans cette discipline plus particulièrement? La blessure, justement, en fait, pour décharger un petit peu les articulations, tu te mets un petit peu à rouler, à faire du vélo, un sport porté. Et j'avais envie d'aller explorer quelque chose de nouveau. Et ouais, c'est violent. Hein. Le duathlon, t'es dans un effort très violent. Ouais, c'est quel type de distance pour donner une idée à nos auditeurs? Alors, donc c'est un enchaînement course, vélo, course. Tu pars sur 5 km de course à pied, 20 km de vélo et 2,5 de course, avec des transitions où t'es à bloc en fait. T'as le cœur qui ne descend jamais. T'es à plus de... Ouais, t'as 180 battements par minute du début à la fin, de la concentration et je ressentais un petit peu ce que je vivais quand je courais un steeple en fait. Tu as eu là aussi des résultats très probants dès ta première année avec un titre de championne de France par équipe. Est-ce que tu te projetais à long terme dans la discipline ou c'était plutôt un plaisir sans calcul et ça te faisait du bien à ce moment-là et puis tu prenais ce qu'il y avait à prendre? Exactement, je prenais ce qu'il y avait à prendre. Je me projetais pas forcément sur du long terme, mais en tout cas, ça m'a donné un second souffle, on va dire. Il y a aussi la route, tu en as parlé tout à l'heure, qui est venue frapper à ta porte, ou en tout cas que tu as été chercher. Il y a eu un premier marathon en 2021 à Paris, qui a été un beau succès, puisque tu as mis 2h45, tu as fini première française pour cette première tentative. Qu'est-ce que tu as retenu de cette préparation pour le marathon, c'est toute cette construction jusqu'au marathon et puis l'épreuve en elle-même qui est évidemment mythique? Qu'est-ce que ça a été qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui de cette expérience-là? Ça a été assez fort dans le sens où je me suis entraînée seule. Donc il y a eu un gros changement de vie. J'ai quitté l'INSEP. Je me suis installée dans les Landes. Donc j'avais plus mon entraîneur de l'INSEP. Je me suis auto-construite, on va dire. Et pendant 3 mois, ça a été une préparation atypique. J'ai fait beaucoup de vélo, une traversée des Pyrénées à vélo. Et ça m'a fait un gros fond de caisse pour pouvoir prendre le départ de ce marathon où finalement la prépa, elle n'a pas été optimale. Enfin, moi, avec du recul, je me dis, mais c'est pas une prépa marathon que tu as faite. Et ce jour-là, toutes les planètes étaient alignées en fait. Quand tu arrives à la fin d'un marathon, c'est emblématique. Hein. C'est une distance qui fait peur. De base, marathon, le premier mec qui a couru marathon, il en est décédé à la fin. Donc ça rend le truc encore plus exceptionnel. Et d'ailleurs, les gens, quand tu leur dis j'ai couru un marathon, c'est waouh, t'as couru un marathon. et ouais, non, vraiment, ça a été une préparation un peu atypique. Mais ce jour-là, ouais, toutes les planètes étaient alignées. Et quand tu arrives sur le tapis vert avenue Foch, c'est un sentiment assez fort. Cette prépa atypique, est-ce que c'est un contre-pied aussi de ce que, justement, de la discipline et de la rigueur que tu as eu avant? Est-ce que tu as aussi besoin, toi? Est-ce que ça te ressemble plus, finalement, d'avoir des modes de fonctionnement qui te sont propres, qui ne sont pas forcément très scolaires, mais qui une recette qui fonctionne et puis qui est peut-être pas une parfaite ligne droite, mais que toi, tu construis finalement tes préparations pour tes échéances un peu à ta main, parce que tu te connais, tu sais ce dont tu as envie, ce qui va marcher? Mais finalement, en fait, depuis petite, j'ai cette rigueur, donc c'est ancré en moi et je pense que je n'ai pas besoin d'aller la cultiver ailleurs. J'aimais déjà comprendre mes entraînements, comprendre pourquoi j'avais une séance de VMA aujourd'hui, une séance de muscu le lendemain. J'ai énormément appris en étant 8 ans à l'INSEP. Ça a été un accélérateur de maturité incroyable. J'ai eu la chance d'être très bien entourée, un entraîneur
incroyable, Adrien Taouji, qui m'a vraiment aidé aussi à devenir athlète, mais aussi à m'accomplir en tant que femme et en tant que future femme, à préparer mon double projet. Et après, oui, il y a eu des rencontres, ma préparatrice mentale à l'INSEP, le staff médical, et tout ça, ça m'a vraiment professionnalisé. C'est ce que je recherchais quand j'ai accepté de rentrer dans cette institution. Je pense que aujourd'hui, c'est inné, en fait. J'arrive à je suis auto-rigoureuse avec moi-même. Mais c'est vrai que le fait aujourd'hui, j'ai un nouvel entraîneur, Julien Dallès, qui s'occupe de moi. Le fait de recevoir le dimanche mon plan d'entraînement, que ça soit écrit, mais la journée, les semaines, elles sont quand même un peu plus rigoureuses, on va dire. Et il n'y a plus de boule au ventre. Et il n'y a plus du tout de boule au ventre. Plus du tout. Non. Parce que je retrouve un petit peu la flamme qui était un petit peu éteinte en moi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as pu recevoir, qui a été particulièrement marquant et qui t'habite encore aujourd'hui, qui te nourrit, une espèce de philosophie que tu as pu hériter justement de cette période de 8 ans où il y a eu beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur? De s'intéresser au chemin plutôt qu'à la ligne d'arrivée à proprement parler. C'est un chemin incroyable que j'ai emprunté vers les sentiers du bois de Vincennes dans l'INSEP, et d'être surtout ouverte à tout ce qu'il y a autour de toi, tu vois. T'es quand même sur un tapis rouge quand tu arrives dans cette institution. T'as tout à disposition, t'as le staff médical, t'as les muscu, les salles de récupération, tout pour optimiser ta performance. J'en ai toujours eu conscience de cette chance que j'avais d'être ici. Et ça, c'est un conseil que je pourrais donner à la Maëva, c'est prends tout ce qu'il y a à prendre autour de toi et je sais pas trop comment répondre à ta question, c'est pas évident, je sais pas. Elle est pas simple. Ouais. Mais tu as déjà répondu. On va parler de l'année 2022. C'était un autre point de bascule et un virage majeur et très enthousiasmant. Ton parcours sportif et puis personnel, puisque les deux sont évidemment très liés. Ce moment-là, c'était le marathon du Mont Blanc qui a matérialisé en tout cas tes aspirations pour la montagne et le trail. Il s'est passé quoi pour toi le 26 juin 2022 du côté de Chamonix? Qu'est-ce qu'il y a eu? Une illumination divine? J'ai rencontré Cupidon de la montagne. Il m'a lancé une flèche en plein cœur et là, ça a été une grosse révélation. J'ai été au bon endroit, au bon moment. J'ai ressenti un flow fort. Je savais où j'étais et j'aimais vraiment ce que je faisais. Vraiment, ça a été une course incroyable. Tu soupçonnais pas que ce soit à ce point-là grisant? De base, j'y allais donc dans le cadre d'un partenariat avec Polar. Donc j'avais eu un dossard, il m'avait proposé de faire une course sur ce week-end-là. Le format 42. En fait, ils m'ont dit tu choisis. Et moi, je me suis dit je suis un peu dans mon état d'esprit marathon. Un marathon en montagne, c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Erreur. Non, c'est pas du tout pareil. Rien à voir avec la route. Moi, je m'étais dit 42 km sur route, 2h45 en montagne. Ça va être cool aussi, quoi. Il y a juste la montagne, le revêtement qui est un peu différent. Quelques montées, quelques descentes, voilà. C'est pas 2-3 cailloux qui vont venir nous ennuyer qui vont venir perturber racines. la course. Pas du tout. Non, détrompe-toi. Et là, j'ai dû faire preuve d'humilité parce que ça a été une course folle que j'ai préparée en un mois. Où là, j'ai rencontré mon nouvel entraîneur, du coup, où je lui ai dit, écoute, dans un mois, je cours le marathon du Mont Blanc. Apprends-moi à courir dans les descentes, dans les côtes. Et ça a été un gros challenge. Et finalement, j'y suis allée à l'insouciance. J'ai l'impression que c'était la première course de toute ma vie. Et c'était fort. ASICS t'a suivi aussi dans cette nouvelle direction sans hésiter une seconde. C'était aussi là très, très naturel? Oui, ça a été très naturel. Eddy m'a envoyé un message. Il m'a dit écoute, il y aura Laurent sur place. Laurent Ardito. Laurent Ardito, exactement, qui s'occupe de la team trail chez ASICS. Laurent, ultra bienveillant. Il m'a donné tellement de conseils qui aujourd'hui m'ont permis vraiment de gagner de précieuses secondes, de précieuses minutes sur cette course. Son rôle, c'est quoi exactement son périmètre d'action? Tout. de te faire courir en montagne dans les bonnes dispositions, dans les meilleures dispositions possibles. Et ça a été le cas. J'ai senti beaucoup de bienveillance et ces conseils ont été précieux parce que c'est des choses auxquelles j'aurais jamais pensé en fait. Type ravitaillement, que tout soit prêt, que mon assistance me donne les
flasque déjà prête. Moi, je pensais m'arrêter comme tout le monde, remplir ma petite flasque. J'avais la chance d'avoir mon entraîneur, sa femme, mon conjoint et des amis qui étaient présents. Donc ouais, c'était une course où en fait, à chaque ravitaillement, c'était une nouvelle course qui commençait. Je savais qu'à ce premier ravitaillement, il y avait Julien, mon entraîneur, qui était présent. Le deuxième ravito, il y avait Thibaut, mon conjoint. C'était une course dans la course. Et ça a été fort aussi. Et Thomas Laure Blanchet aussi, qui est dans l'entourage, qui a aussi contribué sur cette course. Qui donne donc plus, lui, sur l'aspect entraînement, conseil technique. Il a une expérience et un palmarès assez fort. Donc, quand il te parle, tu l'écoutes et tu te tais, quoi. Tu te dis, il sait de quoi il parle, a priori. Il sait de quoi il parle, ouais. Tu as des relations suivies avec eux pendant l'année? Enfin, là, la relation est naissante parce qu'on parle du marathon du Mont-Blanc, c'était au mois de juin dernier, donc tout ça est relativement frais. Mais voilà, est-ce que c'est demain, tu décroches ton téléphone, tu peux parler de tes doutes, discuter de projets. Enfin voilà, c'est une conversation qui est vivante tout au long de l'année, au-delà des grands rendez-vous. Complètement, dans le sens où aujourd'hui, je construis quelque chose de nouveau dans un terrain de jeu que je ne connais absolument pas, qui n'est pas rythmé par les chronos. Donc ça aussi, c'est très difficile pour moi aujourd'hui, c'est de m'écarter de la régularité qu'on te demande d'avoir sur marathon ou sur piste, d'être à tant de secondes aux 200 mètres. Là, non, en fait, ça se passe pas comme ça. La course en montagne, tu dois prendre en considération le dénivelé, les parties techniques, la composante aussi météo. Et ça, c'est vraiment difficile. Et aujourd'hui, j'ai la chance qu'il soit présent pour me donner des conseils sur la course où j'ai pas forcément le temps de faire une reconnaissance avant cette course. Et c'est des conseils qui sont vraiment rassurants. Le trail, ça a été tout de suite un coup de cœur d'un point de vue sportif, mais il y a quelque chose qui est aussi presque plus important, c'est l'esprit de ce que tu as trouvé, qui était à des années-lumière peut-être de ce que tu avais connu précédemment sur la piste. C'est tout ce que l'on sait de la bienveillance qu'il peut y avoir dans le trail et cette solidarité, ça t'a aussi convaincu, ça a fini de te convaincre en tout cas au-delà du dépassement physique et d'être dans la nature. Complètement. Tu es dans un environnement naturel déjà, donc tu n'as pas des gradins autour, tu n'as pas de barrière comme tu peux avoir sur un marathon. Donc il y a aussi cette sensation de liberté que beaucoup ressentent en fait, finalement. Et cette mentalité qui est incroyable. J'ai jamais vu ça en fait. Sur la piste, je ne suis pas là pour... voilà, il y a beaucoup de points positifs sur piste, mais dans les mentalités, c'est marche ou crève. Tu te sens vite écrasé et ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas dans la vie de tous les jours, c'est pour briller, d'écraser les autres, en fait. Et je me suis souvent sentie écrasée, justement, sur piste. Et aujourd'hui, dans le trail, j'ai été remarquablement surprise par cette mentalité d'entraide. Tu peux tomber, t'as forcément quelqu'un derrière qui va arriver, qui va te dire « ça va, t'as besoin d'aide ». Enfin, t'as une entraide, c'est vraiment assez fort. Cette nouvelle orientation, elle est riche de souffle, mais c'est aussi une sacrée leçon d'humilité quand on arrive d'une autre discipline. Est-ce qu'il faut tout réapprendre? Est-ce qu'il y a des acquis sur lesquels tu peux quand même construire? J'imagine, ce dont tu parlais, la discipline, la rigueur, ça c'est des choses qui sont applicables dans d'autres sphères sportives, donc tu peux en tirer pleinement profit. Mais qu'est-ce qu'il a fallu reconstruire, même sur des choses très techniques dans ta façon de courir? Tout. J'ai l'impression de partir de zéro, en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est de prendre de grosses claques. Tu te dis, j'ai quand même un passif d'athlète, j'ai appris des choses. Comment aujourd'hui je peux les mettre à profit pour grimper plus vite, pour descendre plus vite et arriver plus vite vers cette ligne d'arrivée? Je pense qu'il faut laisser le temps. Et là, la patience, c'est quelque chose qui bouillonne en moi, c'est difficile. Mais cette humilité, elle est indispensable. Mais c'est quand même assez difficile mentalement de prendre des claques à chaque course où tu peux pas forcément... pas encore rivaliser avec le top niveau dans le milieu du trail, mais j'y aspire et j'ai vraiment envie d'y aller. Ouais. Tu as ressenti le besoin de te faire accompagner aussi? Complètement, d'avoir quelqu'un en qui je peux avoir confiance, qui me planifie jusqu'aux prochains objectifs, tout est planifié. Et ça se fait de façon concertée avec ASICS ou c'est vraiment Julien et entre Julien et toi que ça se joue et puis tu informes ASICS du projet? J'ai choisi les compétitions vers lesquelles je voulais aller et avec Julien. Et après, j'ai concerté Thomas Laure Blanchet et Laurent Ardito justement pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient, s'il fallait modifier certaines choses.
Ils me suivent. Ils me suivent. Ils ont confiance. Ok, on ira faire du parachute l'année prochaine. Ouais. Tu leur as dit pour le curling 2026 ou pas encore? Ouais, j'ai dit préparer les balais. ça va être cool. Ce marathon du Mont Blanc et les autres courses du circuit Golden Trail qui ont suivi t'ont ouvert la voie des finales qui sont tenues à Madère là, fin octobre. Ça a dû être une très belle aussi, très inattendue, je pense, en tout cas aussi rapidement réussite pour toi et belle surprise. Qu'est-ce que tu as retenu comme enseignement là aussi de cette finale donc de Golden Trail Series où il y a quand même un enchaînement très cadencé sur plusieurs jours, des étapes assez intenses, un niveau qui est très relevé. Qu'est-ce que tu as ramené dans ta valise de la Madère? Ce que je retiens de cette courte et intense saison qui s'est passée dans les montagnes, je suis sur le bon chemin. Je sens que là, je ressens vraiment le flow parfait, comme je te disais, sur les 3 piliers de ma vie, que ça soit dans mon métier, comme dans mon sport et dans ma vie perso. Je ressens vraiment le flow, j'aime ce que je fais et j'ai été un peu boulimique. Je suis boulimique, hein. J'aime tout ce que tu peux me proposer, je vais te dire oui tout de suite. Surtout un carré de chocolat, j'ai l'impression. Ouais, surtout le carré de chocolat le soir dans le canapé, quand il te reste plus rien à faire, sauf à regarder la montre et te dire à quelle heure je vais me coucher, c'est incroyable. Et non, j'ai dit oui à tout, en fait. On me proposait une course et c'est là où je suis vachement reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude envers mon entraîneur, c'est qu'il s'est adapté à... Punaise, mais Maëva, elle va encore me pondre une course dans un mois. Pour la préparer, c'est short quand même. Là, t'as 25 km pendant 5 jours, tous les jours. Comment je vais la préparer à ça? Et je me dis, mais comment il a fait? Et on a fait. On a fait, et c'était riche d'apprentissage. Et en 5 mois, j'ai tout pris. C'est là où c'est important d'être entouré. Et là, Julien m'apporte tout ça, c'est de me canaliser justement dans mes choix de course. Donc là, l'année prochaine, on va faire ça de façon un peu plus posée, structurée, avec une préparation beaucoup plus optimale, on va dire. Ouais, ça va être important. Est-ce que tu te nourris aussi de l'expérience des autres coureurs du team, en tout cas des coureurs trail que tu connaissais pas ou en tout cas moins jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de temps d'échange et de partage? Complètement, d'autant plus que dans cet univers-là, je rencontre vraiment des personnes atypiques. Et on vient d'horizons totalement différentes. À Madère, notamment, j'étais une des seules à venir de la piste, ce qui est un peu bizarre parce qu'on court. Mais il y en a beaucoup qui viennent du ski, de la course d'orientation, et il y a des profils tellement atypiques que les échanges sont forts. Et c'est tous ces temps d'échanges qui m'ont vraiment aussi fait grandir dans cette discipline. C'est assez fort. Toute l'ambiance qu'il peut y avoir autour de cette course, de ces courses, c'est des mentalités qui sont assez fortes. Le cap là aujourd'hui, c'est d'avoir peut-être le duathlon un peu à la marge, garder un petit peu de route et te concentrer sur le trail. C'est ça l'orchestration et la pondération de ces trois disciplines? Le duathlon, je laisse un petit peu tomber. Je conserve le vélo dans mes entraînements. J'essaie de réduire mon bilan carbone en allant au boulot à vélo. Aller-retour, ça me fait 50 km dans la journée. Mais le vélo, je conserve, mais le problème, c'est pas un problème. Mais les courses de duathlon, elles sont pas dans des environnements aussi plaisants. Ouais. Et que quand tu vas en course en montagne et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, t'es dans la nature. Il y a une connexion à soi-même aussi qui est forte quand tu es en montagne. Sur le marathon du Mont Blanc, tu as 44 km à peu près à parcourir. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est de me retrouver seule, en fait. Seule à moi-même ressentir un peu cette vulnérabilité. Tu es toute petite quand tu cours dans une montagne immense. Et c'est ça que j'aime, c'est avoir aussi cette peur, cette vulnérabilité que tu peux ressentir. C'est un gros moment d'introspection. Et dans mes semaines, ce que j'attends le plus, c'est justement la sortie longue en montagne du dimanche, où là, je peux me retrouver 5 heures. Je vois tellement de monde la semaine au cabinet, des patients que j'adore, mais j'adore aussi avoir ce moment de solitude. Peinarde, tranquille. Avec un peu de musique. Ouais, ou pas. La musique de la nature, elle est belle à écouter aussi. Ouais, elle est belle à écouter. Et bizarrement, je le vois au niveau de mon rythme cardiaque. Si tu me mets du AC/DC, je vais avoir le rythme cardiaque qui va partir en flèche. Mais par contre, c'est la chanson du Marathon des Sables. Highway to Hell. Et par contre, si j'écoute pas la musique, si j'écoute la nature, là, je sens que ça m'apaise, ouais.
Merci beaucoup pour cette longue mais passionnante introduction, Maëva. On va passer maintenant à notre format de questionnaire de Proust, qui était anciennement la basket chinoise. Première de ces questions, la principale qualité que les autres te donnent. Jamais très facile de s'exposer comme ça et de se flatter, mais qu'est-ce que les gens disent de toi? La générosité, je pense. Ouais. Généreuse dans la vie, envers les autres, comme dans l'effort. Ouais, je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, c'est de donner, tout donner, partager. Ça, c'est des choses que j'aime. Et ouais, je pense que c'est ce que les gens me reprochent, peut-être, le plus. Ouais. S'il reste un seul carré de chocolat, tu le partages? C'est dur. C'est dur, ça. Ouais. Il y a des exceptions quand même, c'est grand principe. Je peux te dire un truc en off, là, c'est que j'ai déjà mangé mon calendrier de l'Avent. C'est pour ça, quand tu m'as dit on est le 3 décembre aujourd'hui, moi j'ai déjà mangé le 25. C'était le calendrier de l'Avent 2021. Ah ouais, peut-être, ouais. 13 2022. Ouais, c'est ça. Ouais. On a compris les gros enjeux autour de ta future carrière de curling en 2026. Mais hormis ça, est-ce qu'il y a un autre talent que tu aimerais avoir, et si oui, lequel? J'ai pas de talent et j'ai pas envie de parler de talent, en fait. Pour moi, il y a que du travail et de la volonté. Et si tu veux atteindre quelque chose, c'est justement travailler et comme une acharnée. Et voilà, 24 heures, t'as 24 heures dans ta journée. Chaque minute compte pour justement faire en sorte d'atteindre tes objectifs. Donc, plutôt le travail que le talent. J'ai un patient qui me dit je fais du sport pour le plaisir. Je dis moi aussi, je fais du sport pour le plaisir, mais j'aime prendre du plaisir aussi dans la gagne, dans la performance. Faut respecter le choix de chacun, je pense, et il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de route à emprunter, et c'est vrai. Je rebondis sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, du coup, de l'INSEP, de ce que je peux retenir, c'est qu'il n'y a pas de direction, en fait, pour aller à emprunter. Il n'y en a pas une, en tout cas. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, exactement. Et ça, c'est un peu ce qu'on a tendance à t'inculquer quand tu rentres dans une institution comme ça, c'est que y a cette direction, tu as ce point d'arrivée qui est les Jeux Olympiques. Il faut que tu empruntes cette direction. Et dès que tu sors un petit peu de cette direction, non, t'es pas dans la bonne voie, il faut que tu reviennes ici. Sauf que non, en fait, j'ai juste envie de contourner un petit peu pour... ça se trouve, il y a un raccourci, quoi. Si je tourne à gauche, on ira plus vite. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire aujourd'hui. Et c'est là où je suis assez reconnaissante, c'est qu'ASICS, ils me suivent dans les directions que j'emprunte. Quand t'as pris à gauche, là, ils étaient là. Ouais, et ils me suivent quand on tourne à gauche. Ok, vas-y, viens, on tourne à gauche. Et ça, c'est cool. Ce que tu détestes par-dessus tout. Mais comme je te disais tout à l'heure, le tempérament de pouvoir briller, d'écraser les autres, en fait. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée dans ma vie professionnelle et dans ma vie sportive. Non, en fait, tu brilles par la force de ton travail, pas en cherchant à écraser ton copain d'à côté, en fait. Et ça, c'est important. C'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Petite question bonus, pas prévue. Ton état d'esprit actuel, là maintenant? Je suis bien. À la minute. Oh ouais, je suis bien. J'ai envie de boire une petite lampée de café dans ma tasse en face. Le 4e. Non, je suis bien. Le 4e café de la journée. Le 5e, le prochain. Non, je suis bien, je suis heureuse. J'aime ce que je fais, j'aime partager et j'aime les gens avec qui je le fais. Et je sens que là, le socle, il est solide et qu'on peut construire enfin une maison qui va tenir la route. Merci beaucoup, Maëva. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Saint-Élion, et plus particulièrement son format relais. Je vais la présenter en quelques mots. C'est donc cette année la 68e édition de l'Aise Saint-Élion, monument de l'histoire de la course à pied en France. Le mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon, doyenne des courses d'ultra, est devenu un véritable phénomène et la plus grande course nature de l'Hexagone, avec ses 17 000 participants. Je ne sais pas si tu le savais, que vous étiez 17 000. Il y en a 300 qui sont déjà partis ce matin d'ailleurs pour faire Lyon-Saint-Élion. Combinant à la fois trail et course sur route avec 65% de sentiers et 35% de bitume, l'ASICS Saint-Élion est le rendez-vous culte de la saison trail running et de sa fin de saison, puisqu'elle clôture l'année, on peut le dire. Elle propose 8 formats de course de 13 à 156 km entre les 2 grandes métropoles à réaliser en solo ou en relais, ce qui sera ton cas. Courir la nuit au cœur d'un immense balai de frontal sur les crêtes des monts du Lyonnais est toujours synonyme de magie, quelles que soient les conditions météo qui sont souvent hivernales, pour ne pas dire dantesques, en espérant que cette magie annoncée ne joue pas de mauvais tours aux coureurs cette année. Je crois qu'il y a un peu de pluie qui est annoncée entre minuit et 6 heures, ce qui est sensiblement pile poil le moment où vous serez dehors en train de courir.
Tu ne te présenteras pas seul sur la ligne de départ cette année puisque tu fais partie d'une équipe ASICS composée de 4 relayeurs avec chacun une distance qui pourrait être soit 17, soit 14, soit 24, soit 23 km pour un total donc de 78 km et un tout petit peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif à réaliser tous ensemble. Voilà ce qu'il faut savoir de la course qui t'attend et dont tu vas prendre le départ. Quelle heure est-il ? Il est 9h, donc dans 14 heures. Avant qu'on rentre un peu dans le détail de ton avant-course, place à la rubrique de la question qui pique. Est-ce que tu es fébrile, sereine ? C'est soft, hein, la question qui pique. T'es prête ? Ouais, elle est gentille. Elle est gentille, évidemment. Ouais. Donc là, la fourberie, la première, c'est qu'il n'y a pas une question, c'est qu'il y en a 3. Ah. Mais le bon côté, c'est que c'est un vrai faux. Ouais, okay. Donc tu vois, il y a une probabilité quand même que tu t'en sortes très bien. Et puis si c'était pas le cas, ce serait pas bien grave. Je gagne quoi ? Un carré de chocolat. Même bon, plus une tablette, je pense que c'est carrément la tablette. Ok. Donc ça va être un vrai faux. 3 questions qui concernent la Saint-Élion. Donc je vais un peu sortir les archives de la course. La Saint-Élion, elle fête cette année ses 68 ans, on en a parlé. Ça a d'abord été une compétition de marche pendant les 25 premières années. Je bluffe ou je bluffe pas ? Vrai ou faux, tu penses ? Tu bluffes. Ouais, tu bluffes, c'est sûr. Enfin, pourquoi faire Saint-Élion en marchant ? C'est long, tu peux courir. Les gens pensaient que non. En réalité, c'est vrai. Ça a commencé par être une rando en fait, sur 2 jours avec un stop à l'auberge de Sainte-Catherine. Donc, ils étaient une grosse dizaine à avoir essayé cette année-là. Il y a ensuite, en 1953, 7 intrépides coureurs, enfin pas coureurs, mais en tout cas participants qui l'ont fait en une traite. Donc, dès l'année suivante, ils ont décidé que c'était faisable en faisant en une seule journée. Il est interdit de courir donc sur le parcours parce que personne n'imaginait que c'était possible de le faire. Et puis voilà, à la fin des années 70, en 77, l'émergence du jogging, des nouvelles chaussures plus amortissantes, etc. Tout le monde s'est dit que c'était peut-être une bonne idée et puis faisable de le courir. Donc il a fallu 25 ans pour que la Saint-Élion devienne une course à pied et pas seulement une longue rando. Voilà. Ah ouais. Étonnant, hein ? Ouais, c'est étonnant. Je suis contente. Je me coucherai moins bête ce soir. Enfin, après, ce soir, il n'y aura pas de soir. Donc, non, c'est ça. Ouais. Donc demain, je me coucherai moins bête parce que je ne vais pas me coucher ce soir. C'est cool. Selon un célèbre proverbe français datant du XVIIIe siècle, après la pluie vient le beau temps, sauf à la Saint-Élion. C'est vrai ou c'est faux ? Généralement, c'est à la Saint-Élion que, voilà, c'est après le beau temps vient la pluie. Justement, c'est l'inverse. Ouais. C'est une bonne réponse. Suite à des chutes de neige massives, c'est la 3e question. L'édition de 1990 a été arrêtée en cours de parcours, très tôt, même au kilomètre 31, ce qui n'a pas empêché quand même 80 coureurs d'aller au bout et de faire fi de l'interdiction et de boucler la course. Ouais, c'est pas étonnant. Enfin, quand on prend le départ, il y a une arrivée. Enfin, c'est obligatoire en fait. Eh bien écoute, oui, aller au bout. Tu as raison. Ils ont fait ce choix-là. Ils sont arrivés en héros. Il y avait comme 70 cm de neige qui sont tombés au col de la Gâchette. Donc c'était périlleux, mais ils sont effectivement 80 un peu givrés, c'est le cas de le dire. Givrés, mais déterminés. Merci beaucoup Maëva, on est fini de ce synthé teaser qui n'était pas très synthétique parce qu'on a quand même pris le temps de faire cette introduction. C'est toujours le moment où il y a des petits jeux de mots qui viennent se glisser très subtilement. Et voilà, ça permet de mesurer en tout cas combien l'ASICS Saint-Élion est assez singulière dans le paysage des courses françaises et à coup sûr vous allez passer un bon moment. Je n'en doute pas. On a une playlist qui nous attend dans le minibus qui va nous faire l'assistance, ça va être drôle. Juste quelques mots pour nous parler un peu de ton lien avec la course. C'était pas tout à fait ta première fois ici aujourd'hui, en tout cas là en tant que coureur ça va l'être, mais tu as eu l'occasion de venir il y a 1 an à la Saint-Élion. Oui, ouais, j'étais dans le staff médical, donc de l'autre côté de la barrière, et c'est un statut que j'aime pas en fait, être de l'autre côté de la barrière. J'aime bien vivre le sport. Je regarde pas le sport à la télé, je le regarde pas dans les journaux, je le vis, et là ça a été difficile. Je me suis dit je reviendrai l'année prochaine pour courir. Il y a eu Madère, il y a eu tellement d'événements cet été, je me suis sortie des 5 jours de course à Madère un peu épuisée physiquement et mentalement, et on a coupé, et là je suis en période de reprise, mais ce week-end ça me tenait à cœur d'être ici et surtout de prendre l'opportunité de, pour une fois, partager un événement sportif. C'est souvent un sport qu'on vit seul, et là de le partager en équipe, c'est sympa, et c'est le moment pour le faire, donc ça tombe bien. Le côté hybride du parcours, il peut aussi t'intéresser, ce côté à la fois course et trail, parce que c'est pas un pur trail de montagne évidemment, et c'est relativement roulant, c'est sur le papier en tout cas un parcours qui peut t'accomplir.
Le parcours, oui. Après, je pense qu'on va pas voir grand-chose du parcours. En tout cas, le terrain peut-être. Ouais. Mais par contre, c'est l'ambiance qu'il y a autour de cette course. C'est électrique. Tu pars le soir, tu cours la nuit. Tu perds sûrement des repères. Je sais que quand je cours de nuit, je me suis un peu entraînée de nuit aussi. Tu ressens plus rien en fait, tu es anesthésié, tu perds tes repères autour de toi, le décor n'avance pas en fait, tu as juste ta lumière en face qui t'éclaire et là-bas, faut que tu ailles là-bas, tu fais attention que tu poses tes pieds ouais non, c'est particulier cette ambiance électrique, le froid de nuit et c'est intéressant d'aller explorer ce genre de parcours. Tu nous l'as dit, là tu sors d'une période de coupure, c'est quelque chose auquel tu t'attelles volontiers, c'est difficile pour toi de couper? Complètement. Comme je te disais tout à l'heure, quand tu arrêtes le sport, tu perds ton identité et forcément, tes journées ne sont plus rythmées avec tes entraînements, ton organisation, tourne autour de ton plan justement. Mais heureusement, j'ai un métier à côté. Et j'ai un métier et ça me sauve dans mon quotidien. Et j'y trouve un équilibre justement. T'as 2 jambes, il te faut 2 projets dans ta vie pour avancer. Le sport et la voie professionnelle, pour moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours jonglé entre les deux. Aujourd'hui, j'accorde autant d'importance à mon sport qu'à mon métier. Et c'est un métier auquel je suis tournée vers l'autre, alors que dans mon milieu sportif, je suis un peu plus tournée vers moi. Et c'est un équilibre de vie. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire des courses en relais, comme ça va être le cas ce soir, ou est-ce que c'est une première? J'ai déjà fait des relais 4x400 aux interclubs. Mais là, on est, comme je te disais, on est une famille en fait. ASICS, c'est un univers on est dans un univers où on partage les choses ensemble et c'est encore un peu plus fort, ouais. Tu connais déjà la composition de l'équipe, toi, ta position, ou c'est encore en discussion, ça va se jouer dans la journée? Ouais, le flou. La pochette surprise. Mais faut s'adapter à toute situation. Et non, je connais pas du tout la distance encore que je vais parcourir. Mais je sais que j'aurai une frontale sur la tête et que j'aurai mes jambes avec moi et je vais faire ce que j'aime le plus, c'est de courir. Est-ce que tu as prévu des fumigènes et des vuvuzelas pour encourager tes petits camarades ou pas? Ouais, les cloches, les sonnailles qu'on a dans le Pays Basque, là, les grosses cloches de vache. La base, il faut bien montrer quand même son soutien à ses camarades. Complètement, ouais. Parce que l'équipe sera probablement composée de coureurs de niveau très hétérogène, c'est aussi un peu le principe. C'est pas forcément une quête de performance, en tout cas sur ce relais, même pas du tout. C'est une quête de partage et un bon moment à passer ensemble. Ce qui te va bien aussi, toi, le côté d'être détaché de cette idée de performance, ça te oui, mais ça, bien. c'est quelque chose auquel aujourd'hui, j'y prête beaucoup d'importance. C'est justement d'avoir des moments de partage, des émotions. La performance, elle est importante, mais pour moi, elle est rien si elle n'est pas partagée. J'adore, moi, sur la ligne d'arrivée, de tomber sur le tapis et après d'avoir les bras de ton entourage pour te relever. Et tu sens que là, ouais, t'as pas parcouru les choses seul. T'es à plusieurs et là, c'est ce qui va se passer très probablement sur la Saint-Élion, c'est qu'on va avoir vraiment un gros moment de partage et d'émotion. Merci beaucoup Maëva. Alors cet épisode, il est un peu particulier parce que c'est le format traditionnel de course épique, mais on va le couper là, dans les prochaines secondes. Ouais. Je vais te libérer. De quoi va être fait ta journée là? Comment est-ce que tu vas occuper ce temps d'ici le départ? T'as une idée? Petit footing dans quelques minutes sur Lyon. Et ensuite, attendre le grand jour. La grande nuit. La grande nuit. 23h ce soir, le départ. Et je suis prête, ça va être top. Ouais. Je te donne rendez-vous donc dans un peu plus de 24 heures. Rendez-vous donc dimanche dans la matinée. Et puis tu nous raconteras comment s'est passée cette expérience et on reviendra ensemble sur ta course épique, ça te va? Parfait, il y aura un avant, il y aura un après. Voilà. Je vais donc couper l'épisode et rendez-vous demain. À demain. Salut, amuse-toi bien et amusez-vous bien surtout. Merci. Salut Maëva, on vient de se quitter et puis on se retrouve déjà, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. T'as pas les mêmes yeux que quand on s'est quitté, mais je pense que j'ai pas la même tête non plus, mais il s'est passé quelque chose cette nuit, je crois. Tu es rayonnante, ne t'inquiète pas. Ouais. Cette Saint-Élion, en un mot, avant que tu développes un peu plus. Je dirais lumineuse. Bel exploit. Ouais, lumineuse dans l'obscurité, ouais. Mais de l'intérieur. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta journée d'hier? Je t'ai laissé, tu partais faire
un petit run, je crois que c'était sur les quais. Ouais, Comment tu as exactement. occupé cette journée jusqu'au départ? On est monté jusqu'à Fourvière, on a été faire un petit run avec la team ASICS, c'était vraiment sympa. Ça permettait de faire une sortie le samedi, parce que je ne savais pas si j'allais courir le samedi ou le dimanche. Finalement, j'ai couru dans la nuit de samedi à dimanche. Après, voilà, la journée a été assez rythmée, salon, interview. Et finalement, j'ai eu peu de temps pour me poser. Et donc, c'est quelque chose généralement qu'on évite de faire avant une course qu'on ambitionne de réussir. Mais un bon moment et voilà, c'était vraiment sympa. Un salon où tu as répondu à la question pourquoi tu fais du trail. Donc j'invite les gens à réécouter l'épisode depuis le début s'ils veulent avoir la réponse. Ils ont écouté qu'à moitié le début de l'épisode parce que la réponse y est, mais c'était une de tes contributions hier pendant le salon. Oui. On va mettre fin au suspense intenable. Dans quelle position es-tu partie hier finalement sur cette course, ce relais? Alors j'étais la relayeuse numéro 3. C'est quelque chose que j'ai su un peu au dernier moment, mais de toute façon je venais là pour un moment de partage avec le team. Et ça, comme je te disais, ça m'a permis de faire une reconnaissance pour l'année prochaine, une portion de la Saint-Élion. C'est une annonce. Ouais, donc j'avais 24 km à parcourir avec, je crois que j'avais 700 de D+, et 600 de D-. Comment se sont passés d'un point de vue logistique l'avant-course? Vous montez tous dans un petit bus, tous ensemble, et tout le monde va au départ? Exactement, tout le monde se rend sur le départ, donc on a été manger à Saint-Étienne. Nous sommes allés manger à Saint-Étienne et après on attendait le départ et cette attente, elle est stressante. Et ça a été un moment difficile pour moi parce que je prenais pas part à ce départ. Et je me mettre dans une condition de course aujourd'hui, ça a été compliqué de me dire que je prenais ni le départ et j'allais ni franchir l'arrivée. Mais voilà. Mais tu allais contribuer quand même à l'histoire. Mais j'allais contribuer à l'aboutissement de notre relais. Donc ouais, non, c'était particulier cette ambiance. Comment se sont passés donc les deux premiers relais? C'était quoi un peu la petite musique qui se mettait en place? Le premier partait, vous sautiez dans le van pour aller au relais suivant, au ravito suivant? On a pu regarder la première vague partir, toute l'ambiance du départ. Ces lumières qui commencent à s'allumer, la nuit, on a ressenti la tension, le stress qu'on peut avoir sur le départ. Le petit quart d'heure de retard. Ouais, le petit quart d'heure de retard qui s'est avéré très très long, même pour nous, et j'ose même pas imaginer ce qu'ont ressenti les coureurs. Et ensuite, on a pris le minibus, nous sommes tous montés dedans et direction premier ravito, où là, du coup, on a attendu pour que le passage de témoins se fasse. C'est sage? J'imagine que non, dans le van, ou est-ce que... On s'est ambiancé au tout début. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers, tout ça, vous avez chanté ça? Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, les démons de minuit, on essaie de se mettre dans une certaine ambiance. Ensuite, on attend et on attend son tour. Ouais. Comme tu voulais un peu pimenter la course, rajouter un petit peu de saveur, tu as communiqué un numéro de dossard. En tout cas, le numéro de dossard que tu avais n'était pas celui qui permet de te suivre. Donc, on était dans l'incapacité de savoir où tu étais et comment se passait ta course. J'étais difficilement géolocalisable cette nuit. Je pense que si je me serais perdue, personne ne l'aurait su. Elle est où, Maëva? Bon, elle doit être en train de gambader avec les vaches, sûrement dans la nature. C'est la lumière là-bas. Et non, je connaissais pas mon numéro de dossard, en effet. Parce qu'initialement, il était question que tu fasses du pacing aussi, que tu accompagnes et que tu donnes la cadence aux coureurs du relais. Et finalement, il n'y avait pas suffisamment de relayeurs, donc j'ai endossé ce rôle de relayeuse. Est-ce que tu peux nous parler de ton équipe? Je ne t'ai pas posé la question, mais qui étaient les 3 coureurs avec toi? Alors, on avait un média, donc Bastien, qui est chez Canal+, il me semble. Et ensuite, on avait Farouk, l'entraîneur de Quentin Malric, qui est un coureur, un pistard que je connais. Voilà. Et puis moi. Ça fait que 2, ça, non? 3. Quentin, Farouk et Bastien. Ah oui, exact. Voilà. Ok. Ouais. D'accord, il y a aussi Quentin. Ouais. J'ai mal écouté. Et donc, voilà, est-ce que tu peux nous parler de toi, la course? Tu trépignais donc au moment où on t'a transmis le relais. Comment s'est passée la course, le parcours? Est-ce que c'était conforme à ce que tu imaginais? Comment tu as vécu cette grosse vingtaine de kilomètres? Bizarrement, très frustrante dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, je prenais ni le départ et j'allais pas sur une ligne d'arrivée, j'allais sur un point de ravitaillement. Je suis pas arrivée sur cette course-là avec
de grosses ambitions, si ce n'est que, voilà, comme je te disais, de partager un bon moment. Donc forcément, ouais, c'est pas des dispositions dans lesquelles j'ai l'habitude de courir et ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, en fait. Toute la démarche de performance que je t'expliquais dans la première partie, mais là, en fait, je la mettais pas forcément en place, donc Il n'y avait pas pas cette idée quand même de transcender, faire au pas mieux sur ce inhiber. que tu pouvais, sur la partie qui te concernait. Il n'y avait pas ce challenge-là Non, déjà? non, ça fait 2 semaines que j'ai repris aussi, donc j'avais pas forcément envie de terminer ma saison alors qu'elle n'a pas encore commencé. Mais après, ouais, non, ça a été un relais assez satisfaisant d'être dans la nuit, d'avoir un dialogue entre ma frontale qui éclaire jusqu'à 2 mètres devant moi et moi-même. Ouais, ça a été... Ouais, Vous aviez beaucoup de choses à vous dire? ouais. Mais c'était à la fois long, je me souviens même plus ce qu'on s'est dit. Parce que parachuter un peu ailleurs, il y a quand même une concentration qui est assez importante. Courir aussi longtemps de nuit, je n'avais jamais fait, donc ça a été un premier exercice intéressant à faire. Le froid, ça a été un sujet? Pas du tout. Pas de pluie, pas de froid. J'ai même, au bout de 2 secondes de cours, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes gants dans ma veste. Mais pas une problématique. Tu t'es lancé par la force des choses assez tardivement, Oui. au milieu de la nuit. Est-ce que ça aussi, c'était une difficulté particulière ou tu étais dans la disposition pour faire ça et la durée de l'effort a aussi permis que tu puisses le faire raisonnablement bien? Oui, après, voilà, c'était entre guillemets que 24 kilomètres par rapport à ceux qui ont parcouru la distance totale. Donc, il n'y avait pas forcément de difficultés qui se présentaient face à moi. Ouais. Est-ce que tu as perçu ce qui faisait que cette course était si particulière? Enfin, est-ce que tu l'as trouvée atypique? Et est-ce que cette fascination que exerce la course pour des raisons qui sont parfois pas forcément très rationnelles, tu l'as ressentie toi aussi? Ouais, je l'ai ressenti dans le sens où j'étais dans un relais, donc forcément, j'étais un 109 dans la course et je dépassais des personnes qui étaient en train de courir depuis déjà des heures. Et je regardais un petit peu le visage des gens, leur souffle, la foulée. Et pour une première fois, je pense, de ma carrière, j'ai observé une course dans ma course. Ouais. Et ouais, j'ai pris le temps de regarder un peu tout ça, d'écouter surtout. Et ouais, c'est atypique. Hein. C'est atypique. Et je pense qu'il n'y a que des gens atypiques qui se lancent dans ce genre d'aventure. Est-ce que tu as eu envie de transmettre le relais ou tu avais envie de continuer d'esquiver le ravito pour pouvoir aller finir jusqu'au bout et continuer l'effort et prolonger le plaisir? J'avais envie de tout faire. Ouais. Clairement, j'avais envie d'aller jusqu'à cette ligne d'arrivée. Mais voilà, c'était la dimension équipe aujourd'hui qui comptait. Vous êtes tous retrouvés à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, c'est ça, pour Exactement, avoir un pour finish finir ensemble? tous ensemble. Ouais. Histoire d'emmener le relais tous ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça, ouais, c'est important. Il y avait des niveaux de performance qui étaient hétérogènes? Alors, je pense qu'on ne l'a pas tous fait pour but d'avoir un bon classement. On était là pour partager. Vraiment, c'est le mot qu'il faut retenir. C'était vraiment un moment de partage et de se transmettre peut-être un message à travers le témoin qu'on se transmettait. C'était, vas-y, on est ensemble, on y va et fais de ton mieux, peu importe. Ouais, c'était plutôt ça, dans cet état d'esprit-là. Vous avez bouclé la course en un peu moins de 7h54, 7h53 pour être précis. Ça a été quoi ce moment d'arrivée, là, de franchir la ligne? Vous êtes tombés dans les bras, congratulés? Je pense qu'on était tous heureux d'avoir été au bout de cette nuit. Là, quand tu m'annonces le chrono, je ne savais pas, mais c'est passé tellement vite. C'est un peu comme quand tu appuies sur un médiophone sur le bouton accéléré et ça a été vraiment très très vite. Même entre chaque relais, tout était rythmé. Et finalement, elle passe vite cette nuit. Et encore heureux. S'il n'en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette course? Est-ce qu'il y a un moment qui peut être ta course ou dans les à côté? Le départ. Ouais, le départ où tu ressens cette peur en fait d'aller affronter la nuit. Tu le captes en fait dans le regard des coureurs. J'ai vu une mère embrasser sa fille. L'impression que c'était un adieu en fait, alors qu'on a juste courir une course de 78 km, enfin juste entre guillemets. Mais ouais, toute cette peur et cette appréhension de se dire comment je vais revenir de ce voyage.
J'allais te poser la question de savoir si tu avais prévu de rempiler l'année prochaine, mais j'ai vu la start list 2023, il y a déjà écrit Maëva Danois. Dessus, Ouais. c'est le premier nom en haut de la fiche Et Excel. apparemment, Course Épique fait mon assistance. Exactement, avec un bon kawaii et un micro pas très loin. Ouais. Avec plaisir. Maëva, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'attend les prochains mois, de ce que tu connais, voilà, des projets qui vont se profiler dans les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce qu'il y a encore plein de choses à orchestrer, des objectifs à définir encore? Ouais, donc là, on rentre dans un nouveau cycle d'entraînement avec en ligne de mire les championnats de France de trail au mois de mars. Trail de la Cité de Pierre, c'est ça? La Cité des Pierres, dans l'Aveyron, exactement. Mi-mars. Donc 31 km. Objectif, une sélection, apprendre, profiter. Je veux tout prendre. Mais voilà, objectif, continuer d'avancer avec humilité dans un environnement que je ne maîtrise pas encore et où j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc ouais, j'ai même encore beaucoup appris ce week-end, être au contact de la Team Trail ASICS. Je n'avais pas encore partagé suffisamment d'événements avec eux et d'être à leur contact, mais j'ai encore énormément appris sur la façon de courir dans les sentiers, en montagne. Et je pense que ouais, non, il y a encore beaucoup à apprendre. C'est quoi les axes justement sur lesquels toi tu veux te consacrer l'année prochaine, les choses que tu voudrais développer, sur lesquelles tu vas consacrer particulièrement de travail? D'être le plus possible sur le terrain. Je pense que c'est ça qui m'apportera un maximum d'apprentissage, c'est d'être sur le terrain en permanence en fait. Et après, je fais toute confiance en programmation de mon entraîneur. Je suis. Est-ce que tu as peut-être à plus long terme un rêve absolu de course ou de défi? Est-ce qu'il y a un projet qui t'habite depuis peut-être toute petite ou plus récemment que tu aimerais un jour te dire voilà, j'ai fait ça dans ma vie? Ça peut être une course ou autre. Est-ce que c'est clair aujourd'hui ou pas encore dessiné? Là, une course qui pourrait clairement me transcender aujourd'hui, ouais, c'est une course comme celle de l'UTMB. Donc après, peu importe le format, j'ai pas non plus envie de tomber dans le toujours plus qu'on a exposé auparavant. Mais ouais, non, pourquoi pas une course UTMB dès cette année. J'envisage peut-être de participer sur l'OCC. Une belle perspective, on sera là. Ouais, rendez-vous. Rendez-vous à l'OCC. On approche tranquillement de la fin d'année. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? C'est quoi, du plaisir avant tout? Ouais, de continuer à avoir de l'épanouissement dans ce que je fais. Mais bon, ça, c'est obligatoire pour moi aujourd'hui. C'est vraiment une ligne de conduite que je garde en moi. Puis la formule, tu l'as aujourd'hui? Enfin, elle fonctionne bien, c'est l'équilibre dont tu parlais ouais, aujourd'hui. La recette, elle est pas mal. En tout cas, ouais, je je ressens que je suis dans un bon équilibre et que tout se passe bien autour de moi. Donc, ouais, non, de continuer dans cette lancée, d'avoir encore les personnes qui m'épaulent aujourd'hui, présentes en 2023. Ouais. Maëva, c'est triste. Ouais. Mais c'est déjà la dernière question de déjà cet épisode. Et oui, on n'a rien vu passer. Pourtant, il y a eu 24 heures entre la première et la dernière, mais c'est déjà la dernière. Ok. C'est une question classique et rituelle de course épique. Le motto de la fin, est-ce que tu as une devise qui pourrait exprimer au mieux ton état d'esprit, ta philosophie de vie, ton rapport au sport? Enfin voilà, une phrase un peu totem. Ma devise, c'est de vivre les choses comme une aventure, un long voyage. Mon surnom, mon entraîneur, il m'appelle la fusée. Et pour faire décoller une fusée, il y a besoin de réacteurs, il y a besoin d'un pilote. Et toutes les personnes que j'embarque dans ce voyage, on ne profite pas en fait tant qu'on n'est pas tous ensemble. Et c'est vraiment ça aussi. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est de partager toutes ces émotions, de les vivre avec tout le collectif qui m'entoure. Et ouais, c'est ma devise, c'est de continuer à partager tout ça. Merci beaucoup Maëva. C'est déjà la fin, le point final. Merci à toi. Pas tout à fait le mot final. Merci de nous avoir fait vivre votre Saint-Élion et puis d'avoir pris le temps de revenir sur ton parcours qui est pas tout à fait rectiligne et donc qui est nécessairement riche de nombreux enseignements. Et je suis sûr qu'ils sont profitables à plein d'auditeurs du podcast et puis moi en premier lieu. Sois sûr qu'on va suivre avec beaucoup d'attention et puis aussi beaucoup d'affection la suite de tes aventures. Je te souhaite qu'elles t'accomplissent pleinement et je suis sûr que ce sera le cas. Merci pour nos échanges et puis on se donne rendez-vous demain. On se toutes les 24 heures, on fait un bout d'épisode, ça te va? Ouais, faut que je dorme là.
je suis cuite. Combien d'heures de sommeil? Une petite heure, 2 heures? Je sens que je suis en dette de sommeil, là, clairement. Ouais, tu vois, j'ai l'habit du dimanche, faut que je dorme un petit peu. mais ouais, si tu veux, dans 24 heures, on s'appelle et on voit un petit peu comment on a récupéré de tout ça. On fait un débrief et on part pour une Saint-Élion l'année prochaine. Ouais. C'est noté dans les agendas. Ouais. Merci Maëva. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.